créa et du volet perf. Salut Raphaël, salut Marie, bonjour Julie, c'est cool, ça fait plaisir de voir que tout le monde est là. Donc voilà, donc on va pouvoir démarrer. Donc on va passer 1 heure ensemble sur ce sujet, les stratégies créatives social media en 2025. On va vous partager notre vision, on va vous expliquer dans un premier temps pourquoi c'est important de réfléchir à ces sujets et ensuite comment mettre en place tout ça. Donc quelques mots sur Trigger. Trigger, c'est une agence d'acquisition payante. On fait de la pub digitale, on est 7, on est basé à Toulouse. Le cœur de notre activité, c'est la création et la gestion de campagnes de pub sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et en display programmatique. Ça, c'est vraiment le noyau dur de ce qu'on propose. Et à côté de ça, on a 2 pôles. Un pôle créa qui va concevoir, créer des contenus pour aller nourrir ces campagnes, générer de la perf, générer du clic et tous les sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Et un pôle data et tracking qui nous permet de mettre en place tous les outils pour mesurer les actions que nous réalisons et mesurer surtout leur impact sur l'activité commerciale de nos clients. Voilà, l'essentiel de nos clients, ce sont des entreprises qui ont des enjeux de performance en ligne. On a des e-commerçants et on a surtout des entreprises qui cherchent à faire de la génération de prospects en ligne. Et donc, notre travail, c'est souvent générer du contact qualifié au meilleur prix et surtout, derrière, s'assurer que ces contacts qualifiés sont vraiment cochent les cases des attentes de l'entreprise et sont rentables pour l'entreprise. Hugo, je te laisse enchaîner. Oui. Ouais. Donc, on est une équipe de 7 personnes sur un format un petit peu hybride puisqu'on est basé à Toulouse, mais on a plusieurs personnes de l'équipe qui sont basées ailleurs. On a Ludo qui est à 7, on a Christina qui est en Espagne. Et sinon, le cœur de l'équipe est à Toulouse. On travaille ensemble depuis 2 ans maintenant. Et donc, voilà, je ne vais pas présenter tout le monde, mais par contre, je vais laisser Hugo et Manon dire quelques mots rapidement sur qui ils sont. Peut-être Hugo pour commencer. Ouais, donc c'est Hugo Sanchez, je suis directeur artistique chez Trigger et donc du coup je m'occupe de toute la partie créa, que ce soit pour les campagnes, pour les landing pages, UI UX, et après pour tout ce qui tourne autour de la créa, que ce soit montage, photo, tout ça, donc multi-casquette. Et moi, bonjour tout le monde, c'est Manon Belmont. Je travaille en tant que consultante social media ads pour Trigger. Donc concrètement, je travaille en binôme avec Baptiste sur tout ce qui va être stratégie d'acquisition. Et ensuite, je vais être en charge de toute la partie technique, donc la mise en place des campagnes, mais aussi le suivi des perfs pendant toute la durée de vie de nos différentes campagnes sur les réseaux sociaux. Allez, top. Maintenant qu'on s'est présenté, on va avancer sur la partie 1. Donc, juste une petite précision. D'abord, il n'y a pas de message, donc je suppose que vous nous entendez bien. Si vous pouvez juste nous confirmer qu'au niveau du son et de l'image, on est bon, ce serait cool. Un petit commentaire juste pour nous confirmer que c'est bon. Et ensuite, donc je viens de le dire sur le chat, vos questions sont les bienvenues, vos questions, vos remarques, vos retours d'expérience sont les bienvenus. On va pas forcément y répondre en direct, mais par contre, on va les mettre de côté et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Donc, n'hésitez pas vraiment dans le fil de la présentation à mettre vos questions dans le chat. Donc, la partie 1, qui est l'intro de ce webinaire, c'est pourquoi les créas ont de l'importance et quels sont les enjeux de ces créas, de quelle façon la stratégie créative peut avoir un impact sur les campagnes quand on fait du SMA. Donc, la première chose à rappeler, c'est un prérequis, mais c'est super important. Quand on fait de la pub sur les réseaux sociaux, ça n'est pas la même chose que faire de la pub sur du search. Quand on fait du search, quand on va sur Google Ads ou sur Bing, on va répondre à une requête que l'internaute vient de taper. Peut-être qu'il n'a pas forcément envie de voir une pub, mais la réalité, c'est qu'il est dans une démarche volontaire de faire une recherche. Quand on va faire une pub sur Insta, sur Pinterest, sur TikTok, sur Facebook, on n'est pas du tout dans le même cadre puisqu'on va interrompre l'attention, puisque, comme on le voit sur cette photo, en fait, personne ne va ouvrir Insta en se disant « Tiens, j'ai envie de voir une pub ». C'est pas du tout la démarche. Donc ça, c'est le premier point à rappeler. Notre job, il est de comprendre ça. Et donc, ça va faire lien avec la suite, avec notamment la question du hook et de l'approche. Deuxième constat,
on a sur le web et au sens large dans notre vie quotidienne, on a un temps d'attention plus limité que jamais. On est confronté à plein de pubs et même au-delà des pubs, à plein de messages de marque, puisqu'il n'y a pas que la publicité, hein, les relations publiques, les contenus sponsorisés, et cetera, et cetera. Ça nous amène à faire ce constat, qui est que capter l'attention, c'est plus important que jamais. On est dans ce qu'on appelle une guerre de l'attention entre les marques pour pouvoir gagner l'attention de leur audience, dans un contexte où le temps est limité, l'espace est limité. Même s'il y a plus de pubs qu'avant sur les réseaux sociaux, bah, il y a quand même un espace limité avec un inventaire d'emplacements que nous vendent les plateformes qu'on cherche à acheter. Et donc, ces emplacements, si on les achète, il faut qu'ils soient rentables. Et donc, il faut qu'on arrive à capter l'attention et à générer de l'action. Il y a juste un KPI à retenir. Donc, c'est la question du hook rate, qui est un KPI qui est parfois un peu méconnu, notamment quand on parle de vidéos sur Meta, qui est sur toutes les personnes ayant vu s'afficher la pub, quels sont ceux qui sont restés plus de 3 secondes, notamment sur une vidéo publicitaire. C'est un exemple, hein, c'est pas le seul KPI, mais qui illustre l'importance de mesurer ce temps d'attention. Alors ça, c'est un point super, super important, c'est que la créa, c'est pas seulement un moyen de faire cliquer vos internautes et de les faire rentrer dans un tunnel d'acquisition. La créa, c'est aussi un moyen de nourrir les algorithmes. Je m'explique, que ce soit sur Meta, TikTok, mais aussi sur Google d'ailleurs, dans une logique où il y a des campagnes Google qui vont se nourrir de créa du type Performance Max, par exemple. Les algorithmes, désormais, sont de plus en plus intelligents, sont de plus en plus puissants, et ils vont se nourrir de tous les éléments qu'ils peuvent analyser pour diffuser vos publicités aux meilleures audiences. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que sur Meta notamment, puisque nous, c'est quand même l'essentiel des campagnes en social ads qu'on fait, c'est encore Meta aujourd'hui chez Trigger. Il y a une phrase qui est super intéressante que je vous encourage vraiment à garder en tête. Creative is the new targeting. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire que vos créas, avec les mots-clés, avec les mots-clés aussi des landing pages, ça c'est un point sur lequel je vais revenir après, mais aussi la direction artistique que vous allez proposer, vont aider les algorithmes à identifier quel est le meilleur public auquel proposer ces publicités. Ça, c'est un point très, très important. Et puis enfin, de manière assez logique, on est confronté à un contexte où, comme les internautes, je le disais tout à l'heure, sont sursollicités par la publicité, en fait, il ne faut pas les saouler. Il faut éviter un maximum de les lasser. Il y a plusieurs KPI qui nous intéressent. Il y a la notion de fatigue publicitaire, et donc le KPI qui n'est pas nouveau, mais qui est important, c'est celui de la fréquence d'affichage de vos contenus. Souvent, on considère qu'en conquête, on va essayer de limiter à 4 fois en moyenne l'exposition sur 30 jours à une publicité. Quand on est en retargeting, qu'on va cibler des gens qui sont déjà venus sur votre site, qui sont déjà familiers avec la marque, on peut se permettre d'afficher beaucoup plus parce que là, on va vraiment chercher du rappel à l'esprit. Et ça, c'est un point très important. Comment ne pas lasser l'internaute sur du temps long? Et ça, tout à l'heure, Manon, notamment, va revenir sur ce sujet, puisque chez Trigger, on a des clients pour lesquels on fait des campagnes courtes, sur 1 mois, 6 semaines, 8 semaines, et d'autres qu'on accompagne toute l'année. Et donc là, la logique en termes de créa, elle est tout à fait différente si la campagne va durer pendant 12 mois. Je parlais de landing page juste avant. Là aussi, un point super important, la cohérence avant et après le clic. Je le disais tout à l'heure en intro, chez Trigger, l'essentiel de nos campagnes, c'est de l'acquisition. On fait peu de campagnes de notoriété, on en fait un petit peu, mais ce n'est pas du tout l'essentiel de ce qu'on fait. Donc, quand on dit acquisition, on dit action qu'on propose à l'internaute. Et donc, dans ce cadre-là, il s'avère très souvent qu'une landing page dédiée soit plus performante. Ah, tiens, c'est top, je suis en train de voir la question de Raphaël dans le chat, ça fait complètement le lien avec ta question. En fait, aujourd'hui, nous, on considère chez Trigger que la landing page est un asset publicitaire au même titre que les vidéos, que les images. On considère que c'est un tout. Et ça, c'est vraiment notre parti pris et on l'affirme vraiment avec force auprès de nos clients. Notre job, c'est pas de générer du clic. Notre job, c'est vraiment de générer ce qui se passe avant et après le clic, enfin de maîtriser ce qui se passe avant et après le clic et proposer de la cohérence. Parce qu'évidemment, proposer du trafic sur une landing page ou sur un site, on est bien d'accord que ce n'est pas ça l'objectif. Le travail ne s'arrête pas ici. Donc, en termes créa, si on revient sur le sujet du webinaire d'aujourd'hui, qui est la créa, en termes créa, tout à l'heure, Hugo va vous donner des exemples. Là, vous en avez un avec une campagne qu'on a réalisée pour l'UMM lors d'une soirée qu'ils ont fait en novembre 2024.
on a cherché vraiment à créer un maximum de cohérence entre les pubs sur lesquelles clique l'internaute et l'univers graphique et aussi sémantique, le choix des mots a son importance, qu'on va avoir sur la landing page. Et donc, nous, notre parti pris chez Trigger, et au-delà d'un parti pris, c'est vraiment les résultats qui parlent, c'est que le taux de conversion est meilleur dans ces cas-là. Donc, pour te répondre à Raphaël, la landing page n'est pas obligatoire si ton site il est super quali en termes de taux de conversion. Si tu observes que ton site a des bons taux de conversion, qu'il est récent ou en tout cas qu'il est en phase avec tes visuels publicitaires, il n'y a pas de souci. Mais le plus souvent, sur des sujets précis, une landing page a beaucoup d'intérêt parce que tu vas avoir une landing page qui est faite au moment de la campagne. Donc, il va dire la même chose que tes visuels et qui va demander une seule action à l'internaute. Voilà. Donc, ce n'est pas 100% obligé, mais c'est quand même souvent un vrai plus pour le taux de conversion. Donc, en résumé, une bonne créa ou en tout cas une bonne stratégie créative en SMA, c'est un meilleur ou creative, donc une meilleure capacité à capter l'attention de l'internaute. Ensuite, un meilleur taux de clic. L'internaute, il a vu la pub, il s'est arrêté parce qu'elle était bien, parce que dans les premières secondes, il s'est passé quelque chose. Ensuite, il va cliquer dessus parce que ce qu'on attend, c'est qu'il sorte du réseau social pour arriver dans votre univers de marque, donc landing page et site web. Ensuite, si la landing page ou en tout cas la page d'atterrissage, elle est au niveau, un meilleur taux de conversion. Mais ça ne s'arrête pas là. L'étape numéro 4, qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur Creative is the new targeting. L'étape numéro 4, c'est que on va remonter à l'étape numéro 1 de manière plus performante et que, en fait, grâce à la cohérence des 3 premières étapes, Meta, TikTok, LinkedIn vont se nourrir des signaux de ce qui va se passer sur votre landing page pour cibler encore mieux les internautes futurs qui verront cette pub, à condition bien sûr que votre tracking soit en place et que vous puissiez être en mesure de renvoyer, par exemple à Meta, les interactions qui sont faites avec le formulaire, les internautes qui ont scrollé jusqu'en bas de la landing page et les internautes qui ont rempli le formulaire. On est capable, avec un bon tracking, de remonter ces infos aux algorithmes. On a encore une meilleure diffusion de la campagne derrière. Donc ça, c'était pour l'intro. Pourquoi c'est important de faire des bonnes créas et quels sont les enjeux de la créa en SMA? Maintenant, on va se poser une question très rapide sur comment connecter une problématique business ou marketing en concept créatif. Et ça va faire le lien avec la partie d'après, qui sera celle d'Hugo et qui va vraiment donner corps à ces questions. Notre job chez Trigger et le job d'un publicitaire qui fait de la pub sur les réseaux sociaux, c'est 3 enjeux. Il faut que les contenus publicitaires, ils solutionnent un problème. On n'est pas là juste pour générer de l'attention ou du clic. Il faut que ce soit un problème que l'entreprise rencontre à un moment précis. Toucher une nouvelle audience, mettre en avant un produit qui n'arrive pas à se vendre, faire savoir qu'on se positionne sur un nouveau marché alors que le public n'est pas au courant, etc. Répondre à un problème. Ensuite, des contenus qui respectent l'univers de marque de l'entreprise. Nous, on a souvent ce cas de figure chez Trigger et c'est d'ailleurs un vrai sujet intéressant. Comment, quand tu arrives en tant qu'agence sur une entreprise avec laquelle tu n'as jamais travaillé jusqu'à aujourd'hui, comment être fidèle à l'univers de la marque tout en lui permettant un petit coup de jeune, tout en lui permettant aussi de prendre un virage parce que faire une nouvelle campagne, c'est proposer quelque chose de nouveau. Sinon, il y a peu d'intérêt. Et donc, en fait, cette idée-là de comment faire vivre une identité de marque dans le temps, aussi par des campagnes, elle est super intéressante. C'est aussi un des effets secondaires d'une campagne, c'est essayer de faire vivre cette identité dans le temps. Et ensuite, des contenus, évidemment, qui respectent les codes des réseaux sociaux. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, évidemment, on doit cocher les cases des standards, des codes. Si on fait une pub sur TikTok ou sur LinkedIn, on est bien d'accord qu'on ne fera pas la même chose. Et donc, il y a le monsieur qui est sur la droite là, de cette image qui se dit « Ah, tiens, j'ai lancé des super belles créas, c'est cool. Mais si je n'ai pas pensé à mes objectifs business, en fait, je vais générer de l'attention, du clic. » Et puis derrière, on ne sait pas forcément comment ça va convertir. Évidemment, il faut que tout naisse du constat d'un problème à résoudre. Ce qui nous amène du coup à vous présenter notre méthode chez Trigger. Notre obsession, c'est que ce qu'on fait ait un impact chez nos clients. Si on s'appelle Trigger, c'est parce que le trigger, ça veut dire déclencher en anglais. On veut déclencher des choses. Et en même temps, on a aussi une éthique, un parti pris dans la manière dont on travaille. On ne veut pas être une agence qui bosse dans son coin. On veut travailler avec nos clients. Et donc, du coup, on va vraiment chercher à partir des problématiques et des constats, des problèmes posés par le client. Et on va, sur la phase 2, essayer d'avancer avec lui. Donc, en résumé, on part des problématiques business de l'entreprise. On identifie des problèmes à résoudre. Ensuite, on va regarder ce qui se passe dans les concurrents directs. On va faire un benchmark. On va essayer de comprendre les attentes des personas. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut être
des questionnaires, ça peut être des échanges en direct, ça peut aussi être l'analyse UX du site web. Quelles sont les pages les plus consultées? Ça peut être analyser la Google Search Console du client pour aller voir quels sont les mots-clés les plus tapés qui ont amené les visiteurs de ce site. En fait, il y a plein de manières d'analyser les attentes des personas, c'est super important. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on passe sur la phase 2, itération. La phase 2, on a validé les problèmes à résoudre et maintenant, on va commencer à se poser quelles sont les réponses créatives à ces problèmes. Donc là, on va valider une liste d'arguments clés. C'est très rare qu'il n'y en ait qu'un seul. En général, il y en a quand même plusieurs. Et avec Hugo, valider une DA. Commencer à identifier la direction qu'on a envie de prendre en termes créatifs. Donc ça, c'est l'étape du mood board dont Hugo va reparler tout à l'heure. Et puis après, on va faire de la prod, on va rédiger les accroches, on part sur la phase de copywriting, on va produire un key visual qui est le visuel principal de la campagne. Et une fois que c'est validé, on va décliner en multiformat, du statique, de l'animé, du carré, du vertical, etc. Donc 2 cas pour vous illustrer notre méthode et la volonté qu'on a de résoudre des problèmes. Le premier, c'est Domi, qui est une start-up toulousaine qui a créé une plateforme de mise en relation entre des particuliers et des psys, qui s'adresse en priorité à une cible jeune qui n'a jamais été voir un psy, ou en tout cas qui connaît assez mal ce sujet. On a identifié avec eux, lorsqu'ils nous ont briefé, des problèmes. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de se faire aider par un pro parce qu'ils n'osent pas. Une méconnaissance des différentes disciplines psy aussi, parce qu'en fait, on a cette idée du psychanalyste, mais en fait, il y a plein d'autres façons de faire appel à un psy, donc la variété des disciplines. La difficulté, comment je suis sûr de trouver la bonne personne? Il y a un chiffre clé que nous avait donné la cliente à ce moment-là, au moment du brief, c'était qu'en moyenne, on a besoin de 4 professionnels avant de trouver le bon psy. C'est la moyenne. Donc l'idée, c'est comment on fait pour trouver du premier coup. Et puis aussi, le parti pris, l'idée de dire que c'est des séances qui coûtent très cher. Donc on a identifié ces différents sujets, on a essayé d'y répondre avec un processus d'itération sur le copywriting. Donc là, vous avez un exemple de la manière dont on fonctionne. On a posé tous les problèmes, on a posé tous les arguments et ensuite, on est passé sur le copywriting. On a essayé de transformer ça en mots avec des accroches. Les accroches sont dédiées soit à des visuels publicitaires, soit à du wording qu'on va mettre dans les posts, mais le plus souvent, c'est vraiment des accroches publicitaires qui vont figurer sur les créas. On s'est validé plusieurs messages clés. La santé mentale, ça doit pas être tabou. Se faire aider par des pros plutôt que par les copains, c'est utile, etc., etc., etc. Je passe pas tout en revue. Mais l'idée, c'était vraiment de traduire ces constats en créa. Et donc, le résultat, c'est ce que vous avez sous les yeux. Donc là, c'est le résultat de la proposition graphique de Hugo. Ce qui est intéressant avec ce cas, c'est vraiment intéressant, c'est que le plus gros des allers-retours avec le client a été sur la phase d'itération. Et c'est logique puisque c'est une phase qui est dédiée aux allers-retours avec le client. Une fois que Hugo a livré les créas, il y a eu très peu de retours. Parce qu'en fait, on avait validé tellement de choses avant, en termes de direction avec le mood board, en termes de wording avec le copywriting qui était déjà validé, qu'en fait, c'est allé très très vite au moment de la validation des créas. Voilà, ça c'est le cas numéro 1, qui a produit des effets vraiment très satisfaisants, hein, pour le client qui a, grâce à ses campagnes méta, a réussi à convaincre pas mal d'utilisateurs de découvrir sa plateforme. Le cas numéro 2, c'est un client historique de Trigger avec qui on travaille depuis 2 ans, qui s'appelle Enchères.vo. Enchères.vo, c'est un des leaders français de la revente de voitures d'occasion aux enchères, qui fonctionne historiquement en salle de vente et qui a digitalisé son process en 2023. Là, ils nous ont briefé au début de l'année 2025 avec un sujet un petit peu différent. Le sujet, c'est on a un stock important de véhicules hybrides et électriques. Aujourd'hui, le marché français n'est pas mature sur ces sujets. On souhaite s'adresser à un public européen pour vendre ces produits. Et donc, ils nous ont challengé sur une campagne B2B pour aller toucher les revendeurs de véhicules d'occasion basés dans 15 pays européens. Au début, on a testé sur la Scandinavie, qui est en avance sur les sujets de l'électrique. Et ensuite, comme ça s'est bien passé, on a développé sur 15 pays. Avec donc un brief très particulier, hein, qu'on est sur une marque B2C qui cherche à faire du B2B. On veut toucher des profils très très niches puisque c'est des revendeurs de voitures d'occasion dans des pays spécifiques. On ne voulait pas que ce soit des petits revendeurs, on voulait que ce soit des grosses boîtes avec des moyens pour acheter des flottes de véhicules. Donc il y avait vraiment un brief très très précis et pas évident à gérer, et dans un contexte aussi où la marque était vraiment inconnue là-bas. Hein. Enchères.vo, c'est une marque vraiment connue en France, mais peu connue là-bas. Donc ça, c'est le brief qu'on a reçu. Comment on y a répondu? En fait, on s'est posé la question, comment on fait pour choisir la meilleure plateforme? Et je peux vous dire que c'est un très beau cas pour nous parce que c'était un vrai challenge. Donc voilà,
À votre avis, c'était quoi la bonne plateforme pour ça? Quelle est la plateforme qu'on a utilisée pour répondre à ce besoin? Je vous laisse quelques petites secondes pour répondre, même s'il y a un peu de latence, donc je répondrai sûrement avant vos réponses, mais j'aurai vos commentaires quand même pour les voir. À votre avis, c'est quoi la bonne plateforme publicitaire avec le brief que je viens de vous donner? Un brief qui est vraiment pas évident, puisque du coup, là, on est sur un marché de niche, B2B, et sur une variété de publics partout en Europe. La question a été vraiment complexe. Donc, comme on y a répondu, et ben, en fait, on a choisi Meta. D'abord, la première semaine, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur une plateforme programmatique qui s'appelle StackAdapt, avec qui on est partenaire chez Trigger, qui est un super outil. StackAdapt qui permet de faire de la programmatique et de cibler sur des profils très, très, très intéressants. Ben, en fait, on a très, très vite mis en pause, puisque c'était assez cher. Le clic, on le payait cher et derrière, ça convertissait pas. Au bout de 10 jours, on a mis en pause la campagne, on a dit on arrête tout de suite les dégâts. Qu'est-ce qu'on a fait? On a basculé sur Meta avec un parti pris qui était de dire le B2B, ça marche de mieux en mieux sur Meta parce que l'algorithme, il est surpuissant. Et aussi, je ne vais pas vous divulguer les budgets, mais parce que les budgets alloués par le client sur ce projet permettaient de faire des tests. Il y avait des budgets qui étaient importants. Donc voilà, donc on est parti sur Meta avec un discours articulé sur 2 niveaux de lecture. On avait une accroche très courte et une signature plus claire. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire, et c'est parfois ce qu'on fait en copywriting, en ads, ça c'est intéressant, c'est qu'on va faire du copywriting en 2 temps, à 2 niveaux. Une accroche qui est faite pour capter l'attention, mais qui nécessite peut-être parfois un peu plus d'explication, et une signature un peu plus claire qui explique précisément ce qu'on fait. Donc là, les trois accroches, les 2 premières sont assez courte, Less Carbon More Deals, donc la référence au fait que ce soit des véhicules hybrides ou électriques, Second Hand Cars First Class Deals, donc là la référence au fait que ce soit de l'occasion, mais c'est des accroches en fait qui font que l'internaute qui va voir ça, il va s'arrêter, aussi parce que la créa elle est de qualité et elle est animée comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est l'addition des critères qui font qu'on va regarder la créa, mais ça suffit pas. Derrière, il faut aller un peu plus loin que ça, il faut expliquer précisément ce que c'est. Et c'est pour ça que derrière vous avez du wording en signature, chaque semaine plus de 2000 véhicules prêts à l'export dans votre pays, etc. Où on a plein de wording qu'on va tester en parallèle. Ça c'est un sujet que vont aborder Hugo et Manon juste après. Eh ben, merci Baptiste. Je vais prendre le relais du coup, où on va parler aussi de tout ça juste après. Mais avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit jeu. Alors, j'avais déjà essayé ce jeu en conférence physique. Là, ça va être un peu plus compliqué peut-être avec la latence des commentaires. Mais si vous pouvez juste regarder ces visuels-là, je vous laisse quelques secondes et on y reviendra plus tard. Ok, donc pour continuer et pour rebondir sur ce que disait Baptiste aussi au début de la présentation sur le fait de montrer tout le temps les mêmes créas et d'avoir un peu une fatigue publicitaire, il y a quand même une nuance à avoir aussi de ce côté-là, c'est qu'on a un effet qui s'appelle la simple exposition, donc qui est en gros la tendance à ressentir quelque chose de positif envers une publicité par simple familiarité, quoi, à force de l'avoir vu. Donc, c'est aussi un côté positif de la surexposition, entre guillemets, mais il faut faire attention à ne pas trop montrer toujours la même créa ou du moins toujours le même angle ou le même concept, et essayer de varier les visuels, les accroches, les formats, pour toujours quand même rester dans la tête de l'internaute sans on va dire, le saouler, quoi. Et donc pour ça, on va voir un peu chez nous les angles créatifs qui performent. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste nous des angles qu'on a pu tester et qui ont fonctionné en fonction des cibles, bien sûr, et des clients qu'on avait. Et donc, on va en voir quelques-uns pour un peu voir ce qui est possible de faire. Bon, pour commencer, on a la vidéo UGC, donc c'est vraiment un classique et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui. L'idée, c'est de demander à un acteur, souvent qui ressemble un peu à la cible qu'on cherche à toucher, de parler directement du produit, un peu, on va dire, donc souvent face cam, un peu, on va dire, de manière authentique et sans trop de montage ou d'effets. On ne va pas faire une production énorme autour. L'idée, c'est que ça soit un peu comme si c'était un conseil de quelqu'un qu'on connaît, quoi. Donc, même si c'est fictif et que les gens savent que c'est fictif, ça rend la publicité un peu plus crédible, quoi. Ensuite, on a donc tout ce qui est de l'ordre du hook ou du teasing.
En fait, ça vient toucher un peu la même émotion qui est de l'intrigue, on a envie de savoir plus. Donc le hook, c'est en fait en début de vidéo ou même sur un visuel d'ailleurs, on va avoir quelque chose de très dynamique ou d'intriguant pour stopper le scroll et donner à la personne envie de voir la suite, quoi. Donc là, c'est sur des clients que j'ai eus, mais c'est du montage en fait qui permet de faire ça. Et le côté mystérieux, on va dire, c'est plus pour donner envie de capitaliser en fait sur la curiosité humaine, quoi. Ensuite, on a tout ce qui est l'ordre du satisfying. Donc, ça peut être sonore ou visuel. Là, à gauche, donc pour les ordinateurs, on n'entend pas du coup le son, mais pour ceux qui aiment, on va dire, les cartes graphiques, ça peut être satisfaisant d'entendre un montage d'ordinateur, juste d'avoir le son, quoi. Et pour ce qui est de Heineken, bon, là, on le voit, c'est visuel. On a quelque chose de satisfaisant avec l'appareil photo de l'iPhone qui décapsule la bière. Donc, c'est vraiment une stimulation sensorielle qui rend le truc positif dès le début et qui colle à la marque quelque chose de positif et de satisfaisant, quoi. Ensuite, bon, rien à voir, mais on va dire, on va sur des angles qui peuvent fonctionner pour du contenu qui est très différent. Là, par exemple, pour du contenu où il y a beaucoup d'informations à donner, le format liste qui permet de catégoriser, on va dire, les informations, c'est important de l'utiliser, puisque ça permet de comprendre le message et de montrer qu'il y a un bénéfice à suivre toutes les étapes des catégories. Donc, le format liste est bien pour quand on a beaucoup d'informations à donner. Ensuite, on a le avant-après. Bon, là, c'est des exemples plus cosmétiques, mais qui marchent aussi pour des marques et qui ne sont pas du tout dans ça. L'idée, c'est de montrer clairement et visuellement les avantages du produit sans avoir à écrire trop de texte, quoi. C'est visuel, on comprend les avantages du produit sans même l'expliquer. Ensuite, on a tout ce qui est incarnation de marque ou le building public aussi. Donc, c'est ce qui, on va dire, mettre en avant le processus de création d'une marque ou d'un produit pour montrer aussi les galères et pas que les moments successful, mais aussi les moments de doute, tout ça. Là, par exemple, c'est donc un de mes clients qui monte une marque de moto électrique. Et pour se différencier de la concurrence qui est un peu opaque sur tout ce qui est création de moto, tout ça, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose de transparent et donc de montrer aussi la vie du créateur et pas que le produit, quoi. Donc, on s'attache aussi à la personne qui est derrière le projet et pas que au projet, quoi. Donc, c'est plus authentique et ça peut s'adapter à plusieurs types de produits, quoi. Ensuite, on a tout ce qui est phrases fortes et chiffres clés. Donc, ça, c'est vraiment pareil, un classique. Là, j'ai plus des exemples de phrases fortes que de chiffres clés, mais vous verrez un autre exemple ensuite qui parle de chiffres clés. Là, pareil, c'est un peu du scroll stopper, donc c'est un peu comme du hook. L'idée, c'est d'avoir pas trop de texte, d'avoir une phrase assez forte ou une promesse pour capter l'attention. Alors que les chiffres, on va dire, c'est plus pour renforcer une crédibilité ou une pertinence sur la marque. Donc voilà, là, c'est deux de nos clients avec lesquels on a adopté cette technique-là, enfin cet angle-là plutôt. Et pour finir, donc les angles là que je vous ai montrés, l'important, c'est aussi de pouvoir les additionner. Donc, par exemple, sur là, notre client Zelidom qui donc fait des programmes immobiliers, on a par exemple des chiffres clés avec les prix, une phrase forte. On a avant-après aussi avec sans le BRS ou avec le BRS. Donc, on montre directement le bénéfice d'utiliser ça. On a un peu un format liste avec tous les logements qui défilent et un peu de satisfying puisqu'on a cet autocollant BRS qui vient se coller, se décoller. Donc voilà, bon, l'idée c'est de pouvoir piocher un peu dans les angles qui existent et essayer de prendre ceux qui peuvent coller le mieux et au message et à la cible du client, quoi. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces créas, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour tester et pour pouvoir piloter un peu ces perfs, notamment avec l'A/B testing. Donc, on va voir, je vais vous montrer un peu comment nous, on procède. Donc déjà, on commence par, pour certains projets, alors ce n'est pas le cas pour tous, mais là, en l'occurrence, pour un de nos clients donc, qui fait du bijou DIY, donc de pouvoir faire son bijou soi-même, à faire un A/B. Alors, c'est même
plus vraiment de l'A/B testing, mais c'est du multivarié, puisque c'est vraiment des concepts différents sur les trois. Donc là, vous voyez, on parle toujours de la même marque, mais dans le premier, on va mettre en valeur le fait qu'on est fier de notre produit et il est tellement bien fait qu'on peut dire que oui, c'est moi qui l'ai créé. Dans le deuxième, c'est donc plus de la phrase forte, où je suis venu avec l'IA recréer une lettre qui ressemble un peu au produit en dessous. Et dans le troisième, on va jouer sur le côté thérapeutique de créer des bijoux. Donc, c'était une campagne qui était cet hiver, donc qui collait bien avec cette ambiance-là et avec la tendance un peu actuelle de vouloir refaire des choses fait main, quoi. Et donc, pour ces testings, donc on a voilà, différents concepts, mais ensuite aussi différents sous-concepts. On va dire, là, du coup, c'est de l'A/B testing wording. Donc, sur le concept des phrases fortes, on a mis plusieurs phrases fortes avec à chaque fois le produit qui collait. Et peut-être je peux essayer de vous faire deviner. Est-ce que vous arriveriez à deviner à l'avance lequel de ces 4 visuels va le plus fonctionner en termes de taux de clic? Bon, pareil que pour Baptiste, je n'aurai pas la réponse directe puisque je crois qu'il y a à peu près 15 secondes de latence. Donc vous pouvez la noter, si c'est le 1, le 2, le 3 ou le 4. Et je verrai à la fin si vous aviez deviné ou pas. Je vous laisse 2-3 secondes. Donc, roulement de tambour, c'est bien le visuel numéro 4 qui a fonctionné le plus. Donc, peut-être avec le côté doré ou le jeu de mots Born to be a Pearl qui fonctionne. On peut essayer de faire la même chose avec là, donc l'A/B testing produit. Donc là, vous voyez la différence de celui d'avant. On a le même wording partout. C'est juste le produit qui change. Je vois qu'il y a eu des guesses, donc 4-3. Donc là, c'est juste le produit qui change. On a gardé la même composition, donc même concept, même wording, juste le produit. Est-ce que là, à votre avis, lequel des 4 a fonctionné le plus? Entre le 1, le 2, le 3, le 4. Je vous laisse pareil quelques secondes. Et donc, c'était bien le visuel numéro 4 qui a le plus fonctionné. Donc voilà, si je vous montre un peu ça et si j'essaie de vous faire deviner un peu ça, c'est aussi pour se rendre compte que l'A/B testing, en fait, ça a du pouvoir, ça nous permet de se rendre compte de choses qu'on n'aurait pas pu anticiper. Là, par exemple, la marque, elle n'aurait pas du tout pu anticiper que c'est un bijou de sac qui répond le plus à sa cible et en ce moment, les gens ont envie de savoir ça, donc un bijou de sac. Donc, d'où l'importance de faire donc, de l'A/B testing et de pouvoir voir quel produit on va le plus pousser et quel visuel on va le plus pousser, quoi. Juste petite remarque là Ouais. sur le dernier là, si tu peux juste le remettre. Ce qui est marrant, c'est que bon, c'est effectivement le 4 de loin. Et ce qui est marrant, c'est que dans le chat, vous avez tous répondu le 1. Et du coup, c'est intéressant à analyser. On peut se dire que c'est sans doute parce qu'on se rapproche du visage de ce modèle et que Ouais. la main et le sac, bah, c'est moins incarné que le cou qui se rapproche du visage et que du coup, bah, voilà, on peut imaginer que c'est peut-être pour ça aussi que vous avez plus répondu le 1. Peut-être pour finir de justifier le bon résultat du 4, c'est aussi que voilà, on est sur un modèle de produit un peu qui change par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de proposer et que ça a pu aussi peut-être un peu surprendre, faire réagir la cible. Et je compléterai en disant que ça se démarque aussi de la concurrence parce que le collier Charms, ça c'était le modèle d'hiver, mais à ce moment-là, et cet été aussi, tous les concurrents se sont positionnés sur ce produit-là. Il est très en vogue, donc peut-être c'est pour ça qu'il vous a plus plu aussi. On a l'habitude de le voir passer, mais au final, le bijou de sac, c'est un des contenus très innovants que propose Perlenco, donc c'est peut-être pour ça que il y a eu plus d'intérêt en tout cas pour découvrir comment le fabriquer. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc du coup, ouais, donc d'où l'importance en fait, une fois qu'on a ça, de pouvoir aussi être en lien avec les équipes, de perf, et donc de pouvoir, justement ajuster si jamais il y a un visuel qui marche plus et s'il y a un produit qui marche plus, est-ce qu'on va faire, plus de visuels qui sont avec ça? Heu, Là, je reviens très rapidement, mais sur, l'anecdote qu'a un petit peu raconté, Baptiste sur, ce qu'on avait fait pour, Encharveo pour donc l'import-export de véhicules. Vraiment, à la base, on s'était dit: «On part sur du Google Ads». D'ailleurs, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait proposé ça dans le chat. C'était un peu évident pour nous, de partir sur ça. Donc on avait fait des visuels, display donc que vous voyez là et en fait ça cliquait pas du tout. Donc c'est là où, avec Manon et Baptiste, on a pu communiquer pour vite changer notre fusil d'épaule et donc partir sur, les visuels méta que vous avez vus
Et donc, c'est là qu'on a eu du lead qui a fonctionné. Donc, d'où l'importance d'avoir aussi une équipe qui est assez flexible et qui communique facilement pour pouvoir s'adapter en fonction des projets, puisqu'on n'est pas devin non plus, on ne peut pas savoir à l'avance forcément la plateforme qui va le plus fonctionner. Donc, c'est important de pouvoir s'adapter et d'avoir aussi en amont, au moment de la création des visuels, l'idée qu'on crée des visuels qui sont facilement déclinables dans tous les formats. Donc là, en l'occurrence celui-ci, de l'avoir bien en tête à l'avance pour ne pas être bloqué au moment de décliner, quoi. Et donc pour finir, j'aimerais que vous un peu plus vous détailliez ce que Baptiste avait commencé à parler de notre, on va dire, manière de procéder pour ce qui est des créas et de la livraison des contenus, tout ça. Donc, comme il disait, donc on commence d'abord par du wording, ça c'est vraiment la base avec lequel on voit avec le client, avec lequel il nous fait des retours. Et ensuite, ou en même temps, on a aussi la création du mood board. C'est déjà arrivé aussi avec des clients qu'on commence directement par le mood board avant même d'avoir des idées de wording. Ça, c'est vraiment quand on a des clients qui ont pas vraiment d'idée de où est-ce qu'on va taper, quoi. Enfin, où ils sont vraiment plus à se questionner de ce côté-là. Donc, on va directement commencer par le mood board qui va nous apporter des idées pour le wording. Et dans tous les cas, on passe pas mal de temps sur ces phases-là, puisque c'est vraiment les phases où on est le plus flexible et où on passe, où c'est le plus facile d'itérer. Et ensuite, on va donc créer des key visuals ou alors visual master qu'on appelle chez nous, donc, que vous voyez à gauche là. Donc là, pareil, l'idée, c'est d'optimiser le processus. En fait, on ne va pas créer les déclinaisons ni les versions animées. On va d'abord créer les statiques et valider ces statiques-là, faire l'ensemble des retours en une fois sur toutes ces versions-là statiques, pour ne pas avoir ensuite à faire des retours sur les versions animées, puisque c'est quand même toujours un peu, on va dire, des bonnes pratiques sur les versions animées qui n'ont pas besoin forcément de retour si on a passé beaucoup de temps sur le statique et si on a bien validé le statique. Donc voilà pour ça. Et ensuite, donc là, c'était pour vous montrer, pour finir pour Encherveo, notre client, l'importance de la landing page, puisque c'est vraiment l'étape qu'on a ensuite, qu'on valide ensuite, quoi. D'ailleurs, juste pour conclure du coup, sur ce sujet-là, avec l'exemple d'Encherveo que j'ai abordé tout à l'heure en intro et c'est aussi, la question de comment faire durer une campagne. Comment on fait quand une campagne fonctionne bien et qu'on a envie de la faire durer sur plusieurs mois? Donc, se renouveler créativement, c'est important pour éviter la fatigue publicitaire, mais c'est aussi une manière de, faire prendre un virage, marketing à la campagne. On peut avoir envie, là en l'occurrence, de mettre en avant peut-être plutôt les véhicules électriques, plutôt les véhicules hybrides. On peut avoir envie de cibler un pays en particulier qui a des besoins différents des autres. Et donc ça, c'est vraiment le travail aussi de la création publicitaire chez Trigger, adapté toujours aux problématiques clients, et qui va nous permettre de faire bouger la landing page. Et donc ça, il faut bien garder en tête. Un des autres énormes avantages de la landing page, c'est qu'on peut la faire changer, on peut la mettre à jour. C'est vraiment important de considérer les campagnes ads et notamment les campagnes SMA comme des campagnes dynamiques qui bougent dans le temps et qui doivent toujours être challengées au regard des perfs et des objectifs du moment. Ça, c'est vraiment très important. Ouais, et du coup, donc pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur les visuels que je vous avais montrés au tout début. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez retenu de ces visuels? Est-ce qu'il y a quelque chose une image ou quelque chose qui vous a marqué sur ces visuels-là? Donc pareil, je vais répondre avant de voir vos réponses, puisqu'on a pas mal de latence. Mais je vous laisse quand même quelques secondes pour me dire qu'est-ce que vous avez retenu. Tu peux mettre le burger vu qu'il est midi, ça aura interpellé tout le monde. Ouais, exact. Bah, du coup, oui, bah, ouais, tu relèves un truc, c'est que, en fait, si je vous ai fait faire ce petit exercice, enfin, ce petit jeu, c'est pour aussi se rendre compte que, avec l'A/B testing, on a tendance à croire qu'on avance au hasard, et qu'on va tester plein de trucs, mais en fait, c'est justement, l'inverse. Le travail d'un créatif et d'un DA, c'est justement d'orienter, nos choix pour aller vers, ce qui a le plus de chances de fonctionner. En l'occurrence, là, privilégier des angles clairs avec pas trop de texte, puisqu'on le voit sur les exemples que j'ai sélectionnés. Il y a vraiment certains exemples
qui sont trop chargés ou qui ont, on va dire, quelque chose de moins attrayant, de pas très différenciant ou quoi. Donc c'est en créant des visuels faciles à comprendre et à retenir, qu'on peut, même si on n'est jamais sûr à 100% de si ça va fonctionner, au moins être dans la bonne direction et pouvoir ensuite tester avec de l'A/B testing. Donc voilà. Je laisse la parole à Manon pour la suite. Oui, et merci parce que ta dernière phrase me fait une belle transition. Comme tu viens de le dire, on ne peut pas deviner à l'avance comment les contenus vont être reçus. Par contre, on sait un petit peu quels angles, tout ce que tu nous as développé, quels angles tester. Il y a aussi des codes qui sont propres à chaque réseau social et dont on sait que si on suit ces codes-là, les contenus devraient être bien reçus. Mais il y a quand même de l'A/B testing à faire pour s'assurer que nos contenus fonctionnent. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Christina aussi qui le disait dans le chat, il faut faire avec la donnée et pas avec l'intuition. C'est vrai qu'une erreur en tant qu'agence publicitaire serait de dire nous, on connaît la recette secrète, on va faire ces contenus, telle cible, et ça va fonctionner, on en est sûr. Et c'est pas du tout le cas. En fait, à chaque fois qu'on a un nouveau client et un nouveau sujet, on se challenge et il faut partir pas de zéro, puisqu'on sait toujours quels angles à peu près on va venir emprunter, quel format, mais quand même, on part d'une page blanche en se disant on va tester plusieurs choses et on va voir comment ça fonctionne, puisque ce sont les données qui pourront nous confirmer qu'on est parti dans la bonne direction. Donc pour tester, il y a deux façons de faire. La façon que vous devez connaître, c'est l'A/B test classique. C'est très courant dans les grosses entreprises quand il y a tout un parcours à suivre d'itération pour venir tester différentes variables. Et vous avez là un exemple qui a pu être réalisé pour Perlenco. Donc c'était à l'occasion des soldes. Et petite parenthèse aussi, je vous donnerai à chaque fois le contexte de ces tests. De l'A/B test classique, nous, on va plutôt l'utiliser quand la temporalité de la campagne est courte et qu'on sait qu'on va pouvoir mener un test sur une période donnée et un test surtout pour élire le grand gagnant et savoir ce qui a le mieux fonctionné à ce moment-là. Donc là, le contexte, c'était des soldes, donc un seul mois de campagne, des visuels très différents de ceux qui avaient pu être réalisés dans le passé pour les autres objectifs. Et donc, vous pouvez voir que ce qu'avait fait Hugo là, dans ses visuels animés, c'était de reprendre tout le contenu est exactement le même, les mêmes produits, la même animation. Par contre, c'est la phrase d'accroche au centre qui vient changer. Et donc, c'est un A/B test classique dans le sens où il n'y a qu'un élément qui change. Et la finalité va être de savoir quelle accroche a le mieux fonctionné, puisque tout le reste est identique. Si on a eu plus de clics sur une accroche qu'une autre, on va alors pouvoir se dire que c'est celle-ci qui a généré le plus d'attention. Les limites de l'A/B testing classique, et c'est pour ça qu'au final, on y a peu recours, ou alors dans des contextes très précis comme celui des soldes dont je viens de vous parler, c'est que ça prendrait énormément de temps si on veut tester plein de choses, et notamment les angles que Hugo vous a listés tout à l'heure. En fait, il faudrait d'abord tester une phrase avec une autre, ensuite il faudrait tester une photo avec une autre. Donc ça prendrait à chaque fois, en fonction du budget qu'on a aussi, quelques semaines avant de tirer une conclusion, puis tester un nouveau paramètre, etc. Donc ça serait interminable, et on va dire aussi que dans le contexte de nos clients qui font plutôt de la publicité en fil rouge, ça n'aurait même pas d'intérêt, puisqu'on arriverait à la fin de l'année en disant c'est cette combinaison qui fonctionne le mieux, mais on a mis un an à arriver à la combinaison parfaite, et ça y est, les gens l'ont trop vu passer, on ne peut même plus la diffuser puisque les gens en auront marre de l'avoir passée. Donc nous, notre méthode pour des campagnes en fil rouge, donc avec des contenus qu'il faut renouveler plus souvent, c'est le test multivarié. Donc ça se rapproche de l'A/B testing, mais on va venir tester plusieurs variables en même temps. Donc vous avez un exemple là pour Orange. En fait,
contrairement à l'exemple précédent où il n'y avait que l'accroche qui changeait, ici, il y a plusieurs paramètres qui changent d'un contenu à l'autre. Alors, c'est toujours des animés, puisqu'on parlait de règles absolues tout à l'heure. La version animée est souvent plus performante que la version statique. Mais par contre, on ne sait pas ce qui va le mieux fonctionner, de montrer de l'humain, de montrer de l'usage en montrant l'application sur un téléphone, de montrer pas le contraire de l'humain, un visuel sans vie. Les accroches aussi, donc là vous voyez qu'il y a 3 accroches différentes, 3 mises en scène différentes, et le CTA en bas de visuel est le même, mais la couleur du bouton est différente. Donc ça, c'est typiquement un exemple de test multivarié où on a testé des contenus pas totalement différents, mais presque différents en plusieurs aspects. Et donc ça nous permet d'avoir, dans ce cas-là, on avait 12 contenus différents. Ça nous permet sur une période d'avoir 12 contenus à proposer à l'utilisateur. On s'évite la fatigue puisque la personne, elle voit 12 variantes. Donc, elle sait qu'on parle du même sujet, mais c'est amené d'une façon différente. Donc, elle se sent moins harcelée par un même contenu. Je pense notamment à l'exemple de Franck Leboeuf qu'on a vu tout à l'heure avec la vidéo qui passe en boucle. Au bout d'un moment, ça fait même l'effet inverse. On en a marre de le voir. C'est bon faire. Et c'est contre-productif. Donc là, l'avantage d'avoir autant de contenu à proposer, c'est qu'ils vont venir apporter des informations différentes aussi. Les contenus peuvent être complémentaires. L'un peut utiliser la réassurance avec des chiffres, l'autre montre les avantages du produit ou du service. Donc, ils vont venir proposer une vision complète du produit ou du service à l'utilisateur. Mais ça nous permet quand même, en parallèle, nous, de voir qu'est-ce qui fait le plus cliquer. Et tu peux avancer. Oui, pardon. Donc, en faisant de l'A/B test multivarié, on va pouvoir voir quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux, qui performent le mieux. Donc, ça va dépendre de nos objectifs. Parfois, l'objectif, c'est simplement le clic. Parfois, ça va être de faire remplir un formulaire sur le site web. Parfois, ça va être une vente. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu l'aspect stratégique avec tout ce que vous ont raconté Baptiste et Hugo. On a vu comment on réfléchissait toute cette stratégie créative pour produire les contenus adaptés à la cible et aux clients. Mais concrètement et techniquement, comment on met en place et comment on utilise tous ces contenus qu'on va produire. Donc, on va voir là 3 façons de paramétrer qui ont des avantages différents et des inconvénients aussi. Et donc, les 3 techniques, je ne dirais pas qu'il y en a une bonne et une mauvaise. Ça va vraiment dépendre du contexte de la campagne et de la façon dont vous voulez piloter les campagnes aussi, à quel point vous voulez laisser... donc là, on est dans l'exemple de Meta. À quel point vous voulez laisser les clés à Meta pour qu'ils gèrent tout seul la gestion de ces contenus, ou est-ce que vous voulez garder la main? Est-ce qu'à la fin, vous voulez savoir quel contenu fonctionne le mieux pour le réutiliser ou itérer? Ça va dépendre de tout ça. Donc là, dans le premier exemple, c'est le paramétrage d'une annonce dynamique. Donc, je suis désolée pour ceux qui ne mettent pas les mains dans les outils, ça va peut-être vous paraître un peu barbare. On a essayé de faire des captures d'écran où visuellement, vous comprenez comment c'est paramétré. En fait, le format d'annonce dynamique, c'est une seule annonce dans laquelle vous allez venir ajouter jusqu'à 10 contenus. Donc là, comme ils sont petits, vous ne voyez pas, mais les accroches, en fait, sont différentes. Et ceux qui sont grisés, c'est des versions animées. Donc ça, c'est juste l'image de fin. Donc tout ça pour dire que parmi les 10 contenus, on testait des accroches différentes, format statique, format animé. Et il y a même en jaune, vous voyez, une composition totalement différente qui est toujours dans la charte graphique du client, mais qui en fait, c'est un concept totalement différent de celui en bleu. Et donc, ce paramétrage vous permet de tester les 10 contenus que vous aurez produits. Vous voyez, vous allez pouvoir retrouver une ligne pour chacun des contenus, donc de voir combien de budget vous avez dépensé dessus et quel est son taux de clic à ce visuel. Mais les limites de ce format de paramétrage, c'est que vous donnez 10 contenus à Meta, et Meta, au début, va dépenser le budget à peu près
de façon équitable. Et rapidement, il va se rendre compte qu'un visuel fonctionne bien. C'est le cas, par exemple, du deuxième turquoise. Il est dans les 2 premiers à avoir le meilleur taux de clic. Et donc, vous voyez qu'il a dépensé beaucoup plus de budget pour afficher ce visuel-là que les autres. Alors, c'est bien si vous n'avez pas le temps d'aller faire du suivi de campagne et que vous ne voulez pas piloter, vous voulez juste voir à la fin les résultats les plus optimaux et voir lequel a mieux fonctionné. Mais par contre, la limite, c'est que Meta, parfois, juge un petit peu trop vite de quel est le contenu avec le meilleur taux de clic. Et d'ailleurs, l'exemple est très parlant puisque le premier, vous voyez que à la fin de la campagne, qui a duré 1 mois, c'est le premier qui a eu le meilleur taux de clic. Et pourtant, Meta n'a dépensé que 12 € dessus. Donc, on peut deviner que dans les premiers jours, le taux de clic était moins bon sur celui-là. Et donc, il a très peu diffusé ce visuel. Il a préféré le second. Alors qu'on voit que la finalité, il aurait mieux fait de continuer à dépenser sur le premier puisqu'il a eu un bon taux de clic. Donc, c'est le défaut de laisser les clés à Meta, c'est qu'il va faire des arbitrages parfois un peu rapides. Et donc, vous vous rendez compte à la fin que vous auriez préféré couper manuellement peut-être les visuels qui avaient les moins bons résultats et privilégier d'autres. Et c'est pas possible avec ce format. Voilà. Donc, les avantages, c'est que vous n'avez pas de suivi à faire. Les inconvénients, c'est que en laissant tout le pouvoir à l'algorithme, vous n'êtes plus trop maître de la diffusion. Et d'ailleurs aussi, petite précision sur ce format, c'est possible, mais c'est très difficile de venir ajouter un nouveau contenu en cours de route ou d'en supprimer un. C'est pas le plus simple. Donc, encore une fois, ce format n'est pas recommandé si cette campagne a pour but de vivre sur une longue période et que vous comptez la faire évoluer. Donc là, par exemple, si on se rend compte qu'un fonctionne bien et qu'on demande à Hugo de nous produire d'autres contenus qui ressemblent à celui-là, bah, on peut difficilement venir les ajouter. La campagne est assez figée. L'inverse de ce paramétrage, c'est le paramétrage où on contrôle tout. Donc, on ne va pas laisser Meta décider pour nous des visuels à diffuser ou pas. On va faire un paramétrage qui nous permet de donner, là vous le voyez, le même budget à chacune des créas. Pour ce faire, il va falloir créer autant d'ensembles de publicités qu'on a de publicités à tester. Et donc là, dans notre cas, il y en avait 8, si je ne dis pas de bêtises. 4 visuels statiques. Hugo les a montrés tout à l'heure, c'était pour de l'immobilier. Et leurs 4 déclinaisons animées. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un ensemble de pubs pour chaque pub et qu'elles avaient toutes le même budget. Ce qui nous permet, après une période donnée, donc là, par exemple, on se dit, au bout de... Ça va dépendre surtout du budget que vous dépensez, mais là, il y a, je pense, 9 jours, à mon avis, il y a 9 jours de diffusion. Au bout des 9 jours, on voit comment ils réagissent à ces contenus, on compare leur taux de clic, et là, donc il n'y a pas la colonne des mis en pause ou encore actifs, mais vous pouvez voir, vu qu'ils sont triés par taux de clic, en fait, les derniers, on va venir les mettre en pause après notre test. Donc, une fois qu'ils ont tous dépensé 90 €, que leurs résultats sont comparables, ils ont eu tous les mêmes chances d'être diffusés. On regarde les taux de clic. En dessous de 1%, ça ne nous convient pas. Donc, on va venir mettre en pause les derniers. Et ainsi de suite. Ça, en fait, la semaine suivante, on diffuse que les 5 premiers visuels, pour le coup. Et à nouveau, on va pouvoir les comparer au bout d'une semaine. Bon, parmi ces 5, c'est ces 3 qu'on garde. Et etc. Ce qui nous permet à la fin de dépenser le budget plutôt sur les contenus qui fonctionnent. Et ensuite, il y a le juste milieu entre ces 2 paramétrages-là. C'est celui qu'on a le plus l'habitude d'utiliser et surtout qui est très utile dans le contexte de campagne fil rouge. Donc là, c'est le cas pour Perle & Co. En fait, la campagne, elle tourne toute l'année. Et pour éviter la fatigue dont on parlait tout à l'heure, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute en moyenne un nouveau visuel par semaine. Donc, il y a aussi la question de la saisonnalité. Tout à l'heure, il y avait un collier de charme hiver. Ça, forcément, l'été, c'est plus d'actualité. Donc, ce contenu, aujourd'hui, il est en pause et on l'a renouvelé par une version plus estivale. Donc, cette campagne, elle est vivante et elle bouge beaucoup. On ajoute des contenus toutes les semaines.
Et le premier paramétrage ne nous l'aurait pas permis. Le deuxième aurait été illisible parce que s'il faut créer un ensemble de pubs, à chaque fois qu'on a une nouvelle pub, bah, ça commence à nous faire beaucoup de lignes. Et puis surtout, le détail que je n'ai pas précisé juste avant, et qui est un inconvénient au paramétrage précédent, c'est qu'en fait, on se retrouve avec 8 ensembles de pubs qui ont le même ciblage, puisque les 8 créas, on veut les tester sur le même ciblage. Et en fait, on se fait de la concurrence à nous-mêmes en faisant ça. Alors, à notre échelle et sur ce sujet, comme c'est des cibles assez larges, c'est pas très grave. Ça fait un petit peu augmenter le CPC, mais c'est pas dramatique. Mais c'est quand même pas la bonne pratique sur le long terme, puisque le jour où les concurrents se font nombreux, on vient ajouter des bâtons encore dans les roues en se faisant concurrence à nous-mêmes. Donc ça, c'est la version entre les deux qui permet d'éviter ça, puisqu'on va rester sur un paramétrage classique où on a notre cible. Donc là, vous voyez, c'est la cible similaire à la base de données des clients. Et donc pour cette cible, on va avoir une multitude de créas à tester. Ça nous permet, comme je le disais en intro de ce paramétrage, d'ajouter des contenus en cours de route, de couper ceux qui sont plus de saisonnalité, et puis ensuite, pour revenir à l'intérêt de l'A/B testing, de comparer les créas entre elles et de voir lesquelles ont des meilleurs taux de clic. Et on peut du coup manuellement mettre en pause ceux qui ne sont pas cliqués et à l'inverse, conserver ceux qui fonctionnent le mieux pour faire des retours au graphiste qui va pouvoir continuer à créer de nouveaux contenus en gardant cet angle-là, les paramètres qui auront bien fonctionné. Et enfin, pour nuancer, ce paramétrage qui semble être idéal, puisque c'est un juste milieu des deux, a quand même des inconvénients. Quand on vient ajouter des nouveaux contenus en cours de route, l'algorithme a quand même son mot à dire et parfois quand là le premier a un très bon taux de clic, il est presque à 2%, on va venir ajouter une créa et Meta pourrait décider qu'il ne veut pas du tout la diffuser, qu'il préfère continuer à diffuser celui qui fonctionne bien parce qu'il en est sûr. Et donc parfois on va ajouter un visuel qui ne va pas être beaucoup diffusé. Donc c'est aussi le jeu de venir chambouler aussi souvent l'algorithme, ça a des inconvénients. Et le tour de ce que j'avais à vous dire. Top, merci. Merci Manon. Je profite du coup, on va conclure là avec quelques questions que vous nous avez envoyées pendant le webinaire. Il y en a une qui est assez proche de ce que Manon, tu viens de nous dire. C'est une question de Raphaël. Donc Raphaël, tu posais la question tout à l'heure au moment où on était sur Enchères VO. Est-ce que vous êtes positionné sur l'ensemble des emplacements méta ou vous avez fait une sélection particulière? Donc déjà pour te répondre, on fait toujours une sélection particulière au niveau des emplacements. Déjà, on va toujours exclure le réseau partenaire. En fait, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont, moi, je considère que c'est des dark patterns, c'est-à-dire que c'est des options qui sont cochées de base par Meta et qu'il faut, selon nous, enlever parce que si ton objectif, c'est de générer de la perf, du clic, voire de la conversion, tu vas être déçu. En fait, Meta a intérêt à écouler tous ses inventaires et dans ces inventaires, il y a même du display puisqu'il a un réseau partenaire. Et si tu fais pas gaffe, tu vas avoir tes visuels verticaux et carrés qui vont être croppés automatiquement par l'algo si tu n'as pas fait attention et qui vont être diffusés en bannière display sur des sites de faible qualité. Donc, il faut tout le temps maîtriser la diffusion des emplacements. On ne met jamais 100% des emplacements recommandés par Meta. On sélectionne toujours. Après, je ne peux pas te répondre, ça va dépendre des campagnes, des audiences. Est-ce qu'on veut plus aller sur le mobile ou est-ce qu'on veut équilibrer? Enfin voilà, ça va dépendre de plein de choses. Il y avait une question. Ouais. Oui, juste il y avait une question de Julie qui demandait s'il y avait une durée d'animation recommandée. Je crois que c'est quand on était sur Orange ici. Du coup, alors là, en l'occurrence, pour le cas d'Orange, l'objectif que j'avais, c'était quand même de faire une animation qui soit assez courte, puisque comme c'est du display, on a une contrainte de poids de fichier qui doit être vraiment restreinte. Et donc, plus l'animation est longue, plus le fichier va être compressé pour répondre au poids et donc va être détérioré, enfin la qualité sera détériorée, quoi. Donc pour ce genre de support, on a besoin d'avoir des trucs courts. Et après, pour ce qui est par exemple de méta ou quoi, on va dire qu'il n'y a pas vraiment une durée précise, on essaie juste de ne pas aller trop loin et d'avoir déjà à la base, au moment du choix du wording, quelque chose d'assez court pour pas
pas avoir des vidéos trop longues, quoi. Je pense par exemple à celle-ci où il y a un peu plus d'éléments à dire. Voilà, le but, c'est d'avoir des vidéos assez courtes et aussi pour l'algorithme des réseaux pour montrer qu'il y a un bon watch time sur ces vidéos. On va terminer avec ta question, Alan. Est-ce que les audiences restent les mêmes? Alors, je ne sais pas exactement à quelle campagne tu faisais référence. Nous, la plupart du temps, on a plusieurs audiences sur une même campagne. Là, dans l'exemple que donnait tout à l'heure Manon sur Perlenco, on a plein de cibles différentes. On ne peut pas forcément vous donner toutes les infos, parce qu'il y a quand même des infos qui sont un petit peu confidentielles, qui font référence quand même à la stratégie marketing de cette entreprise. Donc, on ne peut pas tout vous divulguer, mais en fait, on a effectivement identifié plusieurs types d'audience et surtout, on s'est fixé une pondération, un scoring des différentes audiences. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes ambitions et les mêmes attentes pour chaque audience. Et du coup, comme on veut prioriser certaines par rapport à d'autres, on ne va pas être prêt à payer le même coût par clic ou le même coût par acquisition pour chaque audience. Voilà ce que je peux te répondre. Après, c'est vraiment dans l'absolu. La plupart du temps, il y a plusieurs audiences sur une campagne méta. Clairement, c'est important de pouvoir varier les audiences. Et aussi, je rajouterais que dans ce cas de figure, comme les cibles étaient très différentes au début, à la prise du brief, on a pensé une stratégie créative différente aussi en fonction des cibles. En fonction de leurs problématiques du moment, le contenu qui leur était apporté n'était pas le même. En fonction de leur niveau d'avancement aussi dans la connaissance de la marque et la connaissance du DIY de bijoux, on ne leur proposait pas les mêmes contenus. On avait une stratégie différente pour chaque cible. Et aussi, peut-être que cette question faisait allusion à l'autre paramétrage où on crée autant d'ensembles de pubs que de pubs à tester. Et dans ce cas-là, comme je l'ai dit après coup, c'est la même cible 8 fois à qui on propose donc 8 annonces différentes, puisque notre but, c'est de tester ces 8 annonces sur le même public, en fait, pour qu'elles soient comparables. C'est comme ça qu'on a dû paramétrer. Ok, on va s'arrêter là. Un grand merci pour votre participation. C'était très agréable de discuter avec vous et de répondre à vos questions en direct. On n'était pas du tout sûr de pouvoir tester le jeu des questions-réponses avec la latence. Finalement, ça n'a pas trop mal fonctionné. C'était cool d'avoir vos réponses quand même. Merci beaucoup. Ce webinaire va être disponible en replay sur LinkedIn. Donc, si vous avez zappé un point et surtout si vous avez envie de le partager autour de vous, faites-le avec grand plaisir. Hugo a partagé dans le chat le document qu'on a présenté. Donc, c'est open. N'hésitez pas à aller le consulter également. Et puis, sinon, on reste dispo. Si vous avez envie d'échanger avec nous, n'hésitez pas. Merci beaucoup et à très vite tout le monde. Merci, bonne journée.